J'ai découvert que ma femme m'avait trompé avec plusieurs hommes grâce à son journal intime. Mon ami les a tous fait disparaître. As-tu déjà vécu un moment où la réalité se transforme en quelque chose d'impossible à croire? Trouver ce journal n'était que le début. Ce que j'y ai lu m'a conduit à une vérité si terrifiante que je devais comprendre ce qui se passait. Mais mon ami? Eh bien, il a pris les choses en main d'une façon que je n'aurais jamais imaginée, et la fin? Elle va sûrement te couper le souffle. Comme chaque matin depuis 24 ans, ma femme, Marisol, s'assit de l'autre côté de la table du petit déjeuner. La lumière matinale entrait par la fenêtre du coin où nous partagions notre premier repas de la journée, illuminant les tons dorés et bruns des feuilles dans notre jardin. C'était la fin septembre, et l'automne s'installait avec son charme paisible, enveloppant notre routine dans la tranquillité d'une maison vide depuis que notre plus jeune fille s'était mariée et avait quitté la maison 2 ans plus tôt. Marisol buvait son café avec une expression tranquille, perdue dans la vue du jardin, tandis que je me concentrais sur le journal. C'était notre rituel du matin, seulement interrompu par de brèves remarques quand quelque chose attirait notre attention. Mais ce matin-là, un titre m'a immédiatement happé, un homme retrouvé mort dans un motel local. Quelque chose dans l'article m'a troublé. J'ai commencé à lire attentivement et, soudain, j'ai senti un frisson glacé me parcourir. Le nom du défunt me paraissait étrangement familier. La description restait vague, mais elle correspondait à quelqu'un de notre passé. J'ai relu encore une fois, essayant d'assembler les morceaux, âge, localisation, antécédents, tout semblait concorder. J'ai levé les yeux vers Marisol. Elle contemplait toujours le jardin, inconsciente de ma découverte. J'ai toussé et demandé. Marisol, il faut que je te demande quelque chose. Tu as entendu parler de l'homme retrouvé mort dans un motel? Il s'appelait Darren Scott. Tu n'as pas travaillé avec quelqu'un portant ce nom? Marisol a froncé les sourcils et a lentement tourné la tête vers moi. La tranquillité du matin s'est brisée d'un coup. Oui, il y a quelques années, répondit-elle avec hésitation. Mais ça ne doit pas être le même Darren. L'article dit qu'il avait 34 ans, qu'il vivait sur Drury Lane avec sa femme et leurs 3 enfants. Le visage de Marisol est devenu livide. Oui, ça lui correspond. Tu veux savoir comment il est mort? Elle a mis un moment à répondre, comme si elle redoutait la vérité. Il a été retrouvé dans la chambre 32 du Seaside Motel, ce taudis qui loue des chambres à l'heure. Il était attaché au lit, castré et bien, ce qu'on lui avait coupé avait été mis dans sa bouche. Je me suis arrêté un instant, savourant le moment. La police pense qu'il s'agit d'un crime passionnel, probablement commis par un mari jaloux. Marisol porta ses mains à sa bouche et courut à la salle de bain. Depuis la table, j'entendis distinctement le bruit de ses vomissements. Un sourire de satisfaction étira mes lèvres. Darren avait eu ce qu'il méritait. Et maintenant, Marisol goûtait au tourbillon d'émotions que n'importe qui ressentirait en découvrant que son ancien amant avait été brutalement assassiné. Je me suis adossé à ma chaise, laissant les souvenirs de notre vie défiler dans mon esprit. Nous nous étions rencontrés juste après l'université, dans un bar où nous étions chacun avec des amis. Marisol n'était pas la plus belle du groupe, mais pas non plus la moins attirante. Tandis que nos amis se mettaient en couple, nous avions fini par discuter. Le reste appartient à l'histoire. 17 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Nous avons eu un mariage ordinaire, avec ses hauts et ses bas. Notre fils, Brian, est né l'année suivante, et notre fille, Amber, 2 ans après. Aujourd'hui, ils étaient tous les 2 mariés et vivaient loin. Pendant des années, nos vies avaient tourné autour des matchs de baseball, des cours de piano et des activités scolaires. Aucun des deux n'était assez doué pour décrocher une bourse d'études, alors nous remboursions encore leurs prêts étudiants. Ni Marisol ni moi n'avions un travail exigeant des déplacements ou des heures supplémentaires fréquentes. Nous savions toujours où l'autre se trouvait, à la maison, avec les enfants. Je m'appelle Luc, j'ai 47 ans, et Marisol en a 46. Nous avons tous deux gardé la forme. Elle dit que je suis plus séduisant maintenant qu'à l'époque où nous nous sommes rencontrés, et je pense la même chose d'elle. Les années lui avaient donné des courbes aux bons endroits. Mais tout a changé il y a une semaine. C'était un mercredi ordinaire. Je cherchais la trousse à couture dans son tiroir pour réparer ma chemise de bowling quand je suis tombé sur un petit carnet en cuir rouge. « Cher journal », disait la couverture. J'ai été surpris de découvrir que Marisol écrivait encore dans un journal intime. Intrigué, je l'ai ouvert, m'attendant à y trouver des souvenirs de notre jeunesse.
Mais non. La première entrée datait du 15 mars 2011, à peine 2 ans et demi plus tôt. Mon cœur s'est emballé à mesure que je lisais. Marisol décrivait comment un jeune collègue de travail, Darren Scott, avait commencé à flirter avec elle. Au début, elle disait se sentir mal à l'aise, mais écrivait qu'elle ne laisserait jamais les choses aller plus loin. Pourtant, elle avouait qu'il la faisait se sentir à nouveau jeune et désirable, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle expliquait qu'elle écrivait dans ce journal parce qu'elle avait besoin de se confier, mais ne pouvait en parler à personne. Beaucoup de ses amis lui avaient déjà raconté leurs propres aventures extra-conjugales, et Marisol les avait toujours réprimandées, persuadée que c'était la voie la plus sûre vers le désastre. À présent, elle se retrouvait dans une situation similaire. Au début, elle avait promis de garder les choses innocentes, mais, au fil des pages, son ton a changé. Marisol se lamentait que les enfants n'aient plus besoin d'elle et qu'après le mariage d'Amber, elle se sentirait encore plus vide. Elle se plaignait aussi de moi. Elle me décrivait comme aussi ennuyeux que de regarder une vache albinos au milieu d'une tempête de neige. Ça faisait mal à lire. D'après elle, ma nouvelle obsession pour le bowling la rendait encore plus seule. J'ai soupiré, pris de culpabilité. Pourquoi ne m'avait-elle jamais rien dit? Puis je suis arrivé à la pire partie. Au fil des pages, Marisol a commencé à rationaliser l'idée d'un rendez-vous avec Darren. Elle écrivait qu'une aventure ponctuelle pourrait apporter de l'excitation à sa vie sans compromettre notre mariage. En fait, elle disait même que cela pourrait nous être bénéfique à tous les deux. J'ai levé les yeux du journal et j'ai murmuré. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Je n'avais aucune idée qu'elle se sentait ainsi. Je suis resté silencieux un instant, le temps de digérer tout ce que je venais de lire. Il va falloir que je trouve quelque chose pour remettre un peu d'enthousiasme dans sa vie, ai-je pensé. Mais je suis revenu au journal. Ma tristesse s'est muée en colère et en douleur. Marisol avait déjà commencé à justifier l'idée d'une aventure avec Darren. Convaincue qu'une escapade pourrait ajouter de l'adrénaline à sa vie, elle en était arrivée à croire que j'y gagnerais moi aussi. Elle s'est trouvé 1000 raisons pour se persuader que c'était acceptable. Ou du moins, elle a essayé. Finalement, elle a décidé que, si elle était extrêmement prudente et discrète, elle pourrait commettre cet acte impardonnable sans être découverte. Pour cela, elle a fixé un rendez-vous avec Darren dans la chambre 32 d'un motel au bord de la mer, après avoir pris son après-midi. Dans sa tête, elle s'est fabriqué une romance autour de cette rencontre, se laissant porter par les promesses séduisantes d'un homme rompu à l'art de conquérir les femmes mariées. Mais la réalité lui réservait une mauvaise surprise. Notre maison n'a jamais été un modèle d'organisation impeccable. Au contraire, elle a toujours été le point de ralliement des enfants du quartier, encombré de jouets, de consoles et de matériel de sport. Malgré tout, la chambre 32 du Seaside Motel n'atteignait même pas ce minimum d'ordre. Avec plus de 30 ans d'usure visible, l'endroit était très loin de toute définition du « propre ». À peine entrée, Marisol s'est inquiétée de tomber sur des insectes dans le lit et de savoir si les draps avaient vraiment été changés depuis le dernier client. Mais le désir a suffi à lui faire ignorer ses inquiétudes. Quand Darren a lancé son petit jeu de séduction, ils se sont rapidement retrouvés nus et livrés à la passion. Cependant, au moment où elle commençait à se laisser complètement aller, il a ouvert la bouche. « Je parie que ce crétin de Luc est incapable de te prendre comme ça, hein ?» Marisol a senti un frisson de malaise, mais elle a décidé d'ignorer. Elle voulait qu'il se sente bien et a faim l'enthousiasme. « Je me sens merveilleusement bien, continue comme ça. » Darren n'en est pas resté là. « Luc ne te satisfait plus, hein ?»« Luc va très bien, répondit-elle, souhaitant en finir au plus vite. « N'en parlons pas maintenant. S'il te satisfaisait vraiment, tu ne serais pas ici, insista Darren. Je parie qu'il n'arrive même plus à avoir une érection, hein ?» Marisol tenta de garder son calme, mais son malaise grandissait. « S'il te plaît, ne parle pas de lui. Ça me fait culpabiliser. Tu culpabiliseras après. Maintenant, tu es à moi. Et je te prends comme tu ne l'as pas été depuis des années. » Pour appuyer ses propos, Darren a intensifié ses mouvements. Dans sa tête, il s'est persuadé que Marisol aimait l'humiliation infligée à son mari. « C'est ça, chérie, tu sais que je te prends comme Luc n'a jamais su le faire. »« N'a jamais su » murmura-t-elle, distraite par sa propre excitation. Darren a interprété sa réponse comme une confirmation et a voulu monter les enchères. « La prochaine fois, on devrait le faire chez toi, dans ton lit, et laisser Luc regarder. »
Comme ça, il apprendra ce qu'est un vrai homme qui satisfait sa femme. Qui sait, on pourrait même le faire servir des boissons entre les tours. Il a ri. Peut-être que je lui mettrai même un uniforme d'employé de maison, s'il se tient tranquille. Le dégoût de Marisol a été immédiat. Son désir s'est évaporé net, remplacé par une vague de nausées. Elle s'est dégagée de Darren et a couru à la salle de bain. « Ça t'a plu, bébé ?» demanda-t-il, satisfait. Elle le foudroya du regard. « Jusqu'à ce que tu te mettes à parler de Luc. » Marisol serra les dents avant de poursuivre. « Si tu recommences à le mentionner de cette façon, je te jure que je te donnerai un coup de pied dans les bijoux de famille si fort que Humpty Dumpty aura l'air d'un puzzle facile à remonter. » Darren la regardait, surpris, tandis qu'elle s'habillait à la hâte. « Tu m'as déçu de tant de façons aujourd'hui que je ne sais même pas par où commencer, dit-elle d'une voix ferme. Alors laisse-moi être très clair, tu ne me toucheras plus jamais. » Elle fit une pause avant de conclure. « Et si jamais tu mentionnes ce qui s'est passé ici, ta femme sera la première au courant. » Le sourire de Darren s'est évanoui. « Tu as idée de ce que ça coûte de payer une pension alimentaire pour 3 enfants pendant les 10 ou 12 prochaines années? Réfléchis bien. Elle gardera la maison de Drury Lane, et toi, tu finiras sous un pont. » Sans attendre de réponse, elle est sortie de la salle de bain, a pris ses affaires et a quitté la chambre. Au moment où elle refermait la porte, les cris de plaisir du couple dans la chambre voisine ont résonné à travers les cloisons minces. Le dégoût l'a envahi. Elle ne savait même pas si ces inconnus avaient entendu Darren insulter Luc. Mais une chose était sûre. Elle venait de commettre la pire erreur de sa vie. De retour à la maison, elle s'allongea longtemps et pleura le reste de l'après-midi. Quand je suis rentré ce jour-là, j'ai remarqué sa tristesse et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. « C'est à cause du départ d'Amber, improvisa-t-elle, utilisant le mariage de notre fille comme excuse. Elle va tellement me manquer à la maison. » Elle se sentit horriblement mal de me mentir, mais elle ne pouvait pas se permettre de dire la vérité. Elle avait brisé nos vœux et, pour couronner le tout, elle n'en avait rien retiré. Elle se jura de ne jamais recommencer. Elle ne supportait pas l'idée de la douleur que je ressentirais si je découvrais la vérité. Elle promit d'être une meilleure épouse à tous points de vue. Elle songea même à raviver notre vie intime, se souvenant qu'elle ne m'avait plus fait de fellation depuis cette nuit dans la suite de luxe du Ritz, pour notre 20e anniversaire. Elle décida de cuisiner plus souvent mes plats préférés et de s'efforcer de me faire sentir aimé. Je n'aurais jamais connu la véritable raison de ce changement, mais, pour elle, c'était sa façon de se racheter. De mon côté, je n'avais aucune idée de sa trahison à ce moment-là. Tout ce que je voyais, c'était que, dans les mois précédant le mariage d'Amber, Marisol s'était montrée particulièrement attentionnée et affectueuse. Quand je l'avais complimentée pour cela, elle avait répondu que c'était parce que le mariage lui rappelait combien elle m'aimait et m'appréciait. La menteuse, elle cherchait simplement à alléger sa culpabilité. Un jeudi matin, en prenant mon café, je lus un article dans le journal. Il parlait d'un homme assassiné. Un coureur de jupons bien connu, dont la liste d'amendes rendait celle des suspects interminable. Quand j'eus fini ma lecture, je posai le journal sur la table du petit déjeuner et montai dans notre chambre. Marisol était assise au bord du lit, une boîte de mouchoirs à la main. Vu ta réaction, je présume que c'est le même type, lançai-je, savourant l'occasion de remuer le couteau dans la plaie. Elle eut du mal à soutenir mon regard. Oui. Il a travaillé avec nous un moment. Ce n'était pas la meilleure personne du bureau, mais il ne méritait pas de mourir comme ça. Je pense à sa femme et à ses enfants. Eux non plus ne méritaient pas ça. Ce qu'ils ne méritaient pas, c'était un mari et un père comme lui, répliquai-je. Maintenant, sa femme pourra trouver un vrai homme qui prendra soin d'elle. Comme moi j'ai pris soin de toi et de nos enfants toutes ces années. Quand j'ai dit « vrai homme », j'ai remarqué un frisson parcourir son corps. Je me suis penché et lui ai déposé un baiser sur la joue avant de partir. En marchant vers le travail, je sentis un léger soulagement dans ma poitrine, pour la première fois depuis longtemps. Marisol, quant à elle, resta assise sur le lit, le front plissé. Quelque chose dans mon attitude la troublait. Est-ce que je savais quelque chose? Cette désastreuse après-midi au motel pouvait-elle vraiment être considérée comme une aventure? Le jeudi s'écoula apparemment comme d'habitude. Nos vies reprenaient leur routine. Je ne faisais plus attention aux regards furtifs que Marisol me lançait parfois en regardant la télévision.
Quelques jours s'étaient écoulés depuis cet accident de la semaine précédente, et d'autres feuilles étaient tombées dans le jardin. Il fera beau samedi, remarqua Marisol. Tu devrais ramasser ces feuilles avant qu'elles ne s'accumulent trop. Oui, c'est prévu pour ce week-end, répondis-je, en m'installant dans le fauteuil et en ouvrant le journal. Comment ça s'est passé au bowling hier soir? Tu es rentré tard, et j'étais trop fatigué pour t'attendre. Pas trop mal. J'ai fait 225, 178 et 231. On a gagné de justesse, 3 points seulement, donc on reste deuxième, dis-je en m'étirant. Désolé pour l'heure, mais c'était l'anniversaire de Jeff, et on a bu quelques bières avec lui. Je dépliai le journal. Mon intérêt s'accrut en parcourant rapidement un article, remarquant les similitudes avec l'affaire de la semaine dernière. Tu ne vas pas y croire. Ça s'est reproduit. Écoute ça, dis-je, lisant le journal à voix basse avant de continuer. Ils ont retrouvé un autre homme assassiné, de la même manière que ton ami. Cette fois, c'était dans son appartement. Lui aussi a été castré. Mais cette fois, ils ont fourré ses propres parties. Tu sais où? Marisol devint livide. Son expression changea instantanément, et son corps sembla se raidir. C'est horrible, murmura-t-elle d'une voix faible. Tu sais s'il avait une famille? Non, il était célibataire. Il s'appelait Thomas Réon et habitait près de ton travail, rue Blair. Tu le connaissais? Avant que je puisse obtenir une réponse, Marisol s'enfuit vers la salle de bain. Je l'entendis vomir. Sa réaction était extrême. Mais je ne pus m'empêcher de sourire. Un sourire que personne ne vit, tandis que je retournais à ma lecture. Je repris son journal. Elle y détaillait encore comment elle avait essayé de gérer la culpabilité après sa trahison. Comme je n'étais au courant de rien, elle s'était convaincue qu'elle devait se montrer plus prudente pour ne pas éveiller de soupçons. Pourtant, à mesure que le mariage approchait, ses notes étaient devenues plus fréquentes. Après la cérémonie, l'envie d'écrire semblait avoir disparu, et les entrées s'étaient espacées. Juste au moment où j'étais sur le point d'arrêter de lire, un nouveau nom apparut dans ses écrits. Thomas Réon était un homme récemment divorcé qui avait commencé à complimenter Marisol, un schéma qu'elle avait immédiatement reconnu. Pourtant, elle sembla ne pas y prêter attention. Peut-être parce que Thomas était plus subtil que le précédent. Sa relation avec Marisol commença au début d'octobre. Il la faisait se sentir jeune et désirée, allait même jusqu'à lui apporter des fleurs à son bureau. Pour éviter les rumeurs, Marisol déclara qu'elle dirait que les fleurs venaient de son mari. Thomas ne s'en soucia pas. Tu les mérites, peu importe à qui revient le mérite, répondit-il. À l'époque d'Halloween, ils avaient déjà convenu de se retrouver dans son appartement pour un unique rendez-vous. Il l'accueillit avec des pétales de rose sur le lit, une musique douce et des bougies allumées. Il prit son temps pour la séduire, et elle céda. Elle eut son premier orgasme dès qu'il la toucha, et 2 autres avant qu'il ne termine. Ils eurent à peine le temps de revenir au bureau. Marisol insista pour dire que ce serait seulement une fois, mais sans la même conviction qu'auparavant. L'histoire continua, et, dès leur 3e rencontre, Thomas commença à la pousser à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Au début, elle refusa catégoriquement. Mais Thomas n'abandonna pas. Il insista, manipula, et, avec le temps, finit par plier sa volonté. Leur relation cessa d'être seulement romantique. De plus en plus, elle se sentait réduite à un simple objet de plaisir. Dans son journal, elle avouait que Thomas était devenu possessif, obsédé par certaines pratiques qu'elle n'avait jamais tolérées dans son mariage. Jusqu'au jour où, se sentant de plus en plus mal à l'aise et utilisée, elle décida d'y mettre un terme. Elle écrivit qu'elle regrettait, mais pas d'avoir arrêté. À un moment, elle s'était réellement sentie vivante avec lui. Mais désormais, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la culpabilité. Cela me fit mal de lire qu'elle avait songé à me compenser pour son infidélité avec quelques faveurs au lit et son fameux pain de viande. Comme si cela suffisait à tout remettre en ordre. Il ne soupçonne toujours rien. Waouh! C'était la dernière chose qu'elle avait écrite. Elle se moquait de moi. Elle riait du fait que je l'aimais et que je lui faisais aveuglément confiance. Je me levai de la table, l'estomac noué, et allai jusqu'à la salle de bain. Marisol était encore par terre, à côté des toilettes. Elle prit un linge, l'humidifia avec ses mains tremblantes et s'essuya la bouche. « Tu crois que tu as attrapé une grippe? Ou mangé quelque chose qui t'a rendu malade?
demandai-je, essayant de paraître indifférent. Elle inspira profondément avant de répondre. Ça va aller, Luc. C'est juste que... La façon dont il a été tué est tellement horrible. Je l'observai attentivement. Alors, tu le connaissais vraiment? Elle ne répondit pas. Mais son expression disait tout. Selon le journal, continuai-je, Thomas était connu pour être un coureur de jupons. La police pense que ça pourrait être un crime passionnel. Ils ont interrogé son ex-femme, et elle a dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un mari trompé ne le rattrape. Marisol devint encore plus pâle et détourna le regard. À ce moment-là, je sus qu'elle me cachait quelque chose. Je suppose qu'il a laissé derrière lui une longue liste de maris trompés, dis-je. Peut-être que la police réduira cette liste si elle trouve un lien entre les affaires. Tu as travaillé avec lui aussi, non? Ajoutai-je, l'observant avec intérêt. Connaissais-tu quelqu'un avec qui ils auraient tous les deux pu s'impliquer? Peut-être que tu devrais appeler la police. Elle me coupa net. Je ne connaissais aucun des deux assez bien pour savoir avec qui il traînait, répondit-elle d'une voix nerveuse. Puis elle inspira profondément, essayant de se calmer, et ajouta. Je ne pense pas pouvoir être utile à la police. Très bien, dis-je. Mais si tu apprends le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, peut-être que tu pourrais éviter qu'un autre idiot voleur de femmes ne finisse de la même manière. Je marquai une pause. Ou alors? Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Peut-être qu'éliminer quelques parasites servirait d'avertissement aux autres. Qu'en penses-tu, chérie? C'est horrible, Luc, s'exclama-t-elle, indignée. Personne ne mérite de mourir ainsi. Tu es en train de défendre ces imbéciles? Répliquai-je. S'ils avaient tenté quelque chose avec toi, crois-moi. Ce qui leur est arrivé aurait été une punition bien trop clémente. J'aurais pris soin de les faire souffrir d'abord. Je leur aurais expliqué, dans les moindres détails, pourquoi ils méritaient chaque seconde de leur agonie, avant de les laisser quitter ce monde. Bien sûr que je ne les défends pas. Se hâta-t-elle de dire. Mais sa voix avait un ton d'inquiétude. Je trouve juste que tout cela est inutilement brutal. Et puis, ce que tu viens de dire m'effraie, Luc. Je ne t'ai jamais entendu parler ainsi. C'est parce qu'on ne m'avait jamais trahi de cette façon auparavant, répondis-je, glacé. Je marquai une pause avant de continuer. Et j'espère que tu n'auras jamais à voir jusqu'où je pourrais aller si jamais ça arrivait. Je jetai un coup d'œil à l'horloge et me levai. Je dois aller travailler. Tu vas au bureau ou tu prends un jour de congé? Je vais aller mieux bientôt, dit-elle d'un ton plus maîtrisé. En fait, je me sens déjà un peu mieux. Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu ainsi, dis-je, sur un ton de plaisanterie. Je souris. Depuis que tu étais enceinte d'Amber, tu n'avais pas été aussi malade. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que ce n'était qu'une blague. Ou peut-être que, au fond de moi, je voulais vraiment connaître la réponse. Elle ne prenait plus la pilule depuis des années, et ma vasectomie remontait à plus d'une décennie. En plus, pour qu'il y ait une grossesse, il aurait fallu qu'il y ait des rapports. Or, cela faisait plus de 2 mois que nous n'avions rien partagé. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je réalisais combien de temps s'était écoulé. C'était le week-end de la fête du travail. Il va falloir régler ça rapidement, ma chérie. L'expression de culpabilité sur son visage était aussi claire qu'une vitre transparente. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait fermé cette partie de notre relation. Et pour être honnête, ces dernières semaines, c'est moi qui avais mis de la distance, mais elle ne l'avait même pas remarqué. Je dois y aller. J'espère que tu te sentiras mieux. On se voit plus tard. Je partis sans chercher à l'embrasser, profitant de son malaise comme excuse. En réalité, je ne voulais pas souiller mes lèvres sur la bouche d'une traîtresse. Je montai dans la voiture avec une légère sensation de triomphe. J'avais réussi à la mettre mal à l'aise sans qu'elle puisse me confronter directement, et cela m'avait redonné le moral. Il fallut presque une semaine pour qu'elle cesse de me lancer ses regards furtifs. Elle avait dû se convaincre que la mort des 2 hommes n'était pas liée, qu'ils n'étaient que des coureurs de jupons malchanceux qui avaient trouvé une fin tragique. Peut-être avait-elle pensé que le 2e meurtre n'était qu'une imitation du premier. Le jeudi matin suivant arriva le moment de notre traditionnel petit déjeuner. Après les 2 dernières semaines, je percevais déjà son malaise, mais j'attendais ce moment avec impatience. À peine étais-je entré qu'elle attaqua.
Tu es rentré tard hier soir, après le bowling. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines d'affilée. Tu ne me cacherais pas quelque chose, hein? Moi? Cacher quelque chose? Lâchez-je avec un rire ironique. Voyons, je suis plus ennuyeux qu'une vache albinos en pleine tempête de neige. Je voulais voir si elle se souvenait de ses propres mots. Hier, j'étais en feu, continuai-je. J'ai fait 235, 221 et 297. Presque une partie parfaite. Joe a aussi fait une superbe soirée, et le reste de l'équipe a tenu le rythme. Nous sommes passés premiers de Dicky et nous avons fêté ça un moment. Désolé de ne pas avoir appelé. Je soulevai légèrement le journal. Si la dernière boule avait tourné un peu plus, tu aurais pu lire mon premier match parfait en première page. C'est alors que je vis le gros titre, le tueur de coureurs de jupons frappe de nouveau. J'observais sa réaction en lisant. Alors c'est comme ça qu'il l'appelle maintenant? Commentai-je, baissant le journal juste assez pour voir son visage. Cette fois, ils ont trouvé le corps dans sa voiture, garé dans un coin prisé des couples à la marina. Et cette fois, disons son outil, était attaché à sa main. Marisol devint livide. Il s'appelait Manitaro. Elle haleta et courut vers notre chambre. Un sourire se forma sur mon visage. Après la deuxième trahison, la culpabilité semblait s'être évaporée. Ses textes sur la manière dont elle essayait de se racheter avaient diminué jusqu'à disparaître presque totalement. Ses notes dans le journal étaient devenues rares jusqu'à ce qu'en mars, un autre homme plus jeune commence à lui prêter attention. Il fallut seulement 10 jours pour qu'elle accepte un déjeuner avec lui, dans sa voiture, garée dans un endroit isolé près de la marina. Ils mangèrent rapidement, puis s'embrassèrent avec intensité. Elle écrivit que cela l'avait fait se sentir comme une adolescente à nouveau. Au 3e rendez-vous, il lui montra comment incliner le siège pour le faire correctement, et ils passèrent à l'acte sur le champ. D'après ses propres mots, elle n'atteignit l'orgasme que 2 fois, mais les 2 furent intenses, car le risque d'être surpris rendait tout plus excitant. Au 5e rendez-vous, il lui avoua avoir certaines préférences intimes. Un après-midi, après un moment de passion, il lui demanda quelque chose de précis et elle accepta. Mais la situation devint gênante quand son enthousiasme laissa une tache sur son chemisier. Il s'excusa immédiatement et lui tendit même des lingettes pour nettoyer, mais la marque resta visible. Au rendez-vous suivant, la même chose arriva. Elle fut prise au dépourvu. Elle ne réalisa la gravité de la situation qu'après un rapide passage aux toilettes. Quand il renouvela la demande à un autre rendez-vous, elle tenta de se protéger, mais cela sembla réduire son plaisir. C'est alors qu'elle comprit que cette préférence lui était essentielle et décida d'y mettre fin. Mais ce n'était pas la conclusion que je voulais. Pas dans ces termes. C'était la dernière chose qu'elle écrivit à son sujet. Mais, pour Manitaro, l'histoire eut une fin bien différente. Et moi, je savais exactement pourquoi. L'autre soir, en relisant le journal de ma femme, je tombai sur quelque chose qui me laissa stupéfait. Ça disait à peu près ceci. Une fois de plus, je m'en suis sorti indemne. Et je jure que je serai une meilleure épouse. Ah, bien sûr. Comme si c'était vrai. Rire, j'ai le meilleur des 2 mondes, un mari aimant et pourvoyeur à la maison et un amant occasionnel de temps en temps pour briser la monotonie. La seule chose que je regrette, c'est que cette partie romantique des rencontres, la séduction, se termine toujours si vite. Parce que c'est ça qui me fait me sentir jeune et désiré. Je me demande combien de temps il faudra avant que je ne trouve un autre amant. Je restai muet quelques instants. Puis je continuai de lire, sans m'arrêter. La partie suivante détaillait comment, après le petit déjeuner, je l'avais suivie dans une autre pièce. Apparemment, elle essayait de se calmer après avoir pleuré. Quand je suis entré, elle m'a entendu et m'a regardé avec une terreur absolue. Visiblement, ma présence la faisait penser que j'étais peut-être en train de tuer ses amants, et qu'elle pourrait être la prochaine sur la liste. L'idée de la voir aussi effrayée m'amusait, mais je gardais ma réaction pour moi. Je vois que la mort de ce type t'a beaucoup affecté, dis-je. On dirait que ça fait 3 sur 3, et à chaque fois tu fonds en larmes. Pourquoi donc? Tu connaissais ces sales coureurs de jupons au point de ressentir de la peine? Tu tenais tant que ça à eux. Je fis semblant qu'une idée venait tout juste de me traverser l'esprit. S'il te plaît, dis-moi que tu n'avais rien avec ces types. Comment peux-tu seulement penser ça? Tu l'insinues que je couchais avec eux. De quoi exactement m'accuses-tu, Luc?
répliqua-t-elle avec un air théâtral, comme si elle avait répété son rôle. Je secouai la tête, feignant de la rassurer. Je ne t'accuse de rien. Je trouvais juste étrange que tu connaisses les trois. Je sais que tu m'aimes et que tu me respectes trop pour avoir risqué nos merveilleuses années ensemble pour quelques minutes de plaisir interdit. Je suis simplement surpris de te voir aussi bouleversé pour ces pourritures. Ce n'est pas à cause d'eux, mais de la brutalité des meurtres. Alors pourquoi as-tu perdu tes moyens juste au moment où j'ai mentionné le nom de Manitaro? Je t'ai vu parfaitement calme jusqu'à ce que je prononce son nom. J'étais déjà nerveuse avant. Je priais pour que ce soit un parfait inconnu cette fois. Mais quand j'ai appris que son entreprise avait des liens avec la mienne, j'ai réalisé que je l'avais déjà croisé au bureau quelquefois. Ça m'a déstabilisé. Ce n'est pas comme si je le connaissais vraiment, j'ai juste été choqué de découvrir que c'était quelqu'un que j'avais déjà vu. C'est possible. Mais puisque tu l'insistes, si tu pensais que j'étais dehors à tuer ces types, qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas la même chose avec toi si je découvrais quelque chose? Demandai-je d'un ton énigmatique. Elle me lança un regard en coin, frissonnante. Je m'approchai et déposai un baiser sur sa tête. Si je croyais vraiment que tu m'avais trompé avec l'un d'eux, ou pire, avec les trois, tu ne serais pas là en train de parler avec moi, ma chérie. Je quittai la pièce avec la certitude d'avoir planté le couteau dans sa conscience et de l'avoir tourné encore un peu. Je ris presque tout le chemin jusqu'au travail, revivant la scène dans ma tête. Le mercredi soir, Marisol m'attendit éveillé jusqu'à mon retour du bowling, vers 23h15, un peu plus tard que d'habitude, mais pas aussi près de minuit que les semaines précédentes. En réalité, elle n'arrivait même plus à dormir. Ses nerfs étaient à vif. Ses 3 derniers amants avaient été assassinés, un chaque mercredi, exactement dans l'ordre où elle les avait emmenés au lit. Chacun était mort à l'endroit même où ils avaient eu des relations avec elle, et tous avaient été castrés d'une façon particulière, reflétant apparemment leurs préférences sexuelles. Darren, qui se moquait du mari cocu, fut retrouvé avec son propre outil, fourré dans la bouche. Thomas, qui se vantait d'aimer, par derrière, fut retrouvé avec son membre empalé dans son propre rectum. Manny, qui adorait les travaux manuels, se réveilla avec son outil attaché à sa main. En plus, la police soupçonnait un mari jaloux, quelqu'un dont le profil ressemblait étrangement au mien. Quand je franchis la porte, Marisol m'examina attentivement. Elle perçut l'odeur de bière sur mon haleine, mais ne trouva aucune trace de sang sur mes vêtements. « Qu'est-ce que tu fais encore debout, mon amour ? Normalement, à cette heure-ci, tu dormirais comme une pierre. Tu as exagéré sur les courses cette semaine ? Plaisantais-je. Non, je n'ai pas dépensé trop. J'ai juste un peu d'indigestion. Comment ça s'est passé au bowling ? Je préfère ne pas en parler, grognai-je. Demain, j'ai une réunion tôt, alors je vais au lit. En 10 minutes, je feignis de dormir profondément. Elle, en revanche, se retournait sans cesse, se demandant si j'avais vraiment découvert ces liaisons et si, dans un accès de double vie, je ne partais pas chaque mercredi pour localiser et tuer ses anciens amants pendant qu'elle croyait que je jouais au bowling. Elle se demandait pourquoi je ne l'avais pas confronté directement, pourquoi je ne l'avais pas chassé de la maison, pourquoi je ne l'avais pas insulté ou pire. S'il savait vraiment, il ne pourrait pas dormir aussi tranquillement, se disait-elle. Elle décida de faire comme si de rien n'était et tenta de se calmer pour s'endormir. Juste au moment où elle y parvenait presque, je bougeais un peu dans le lit et, d'un murmure à peine audible, je soufflai. « Meurs, salaud, meurs !» Elle ouvrit les yeux, effrayée, sans aucun espoir de se rendormir. Je restai immobile, les yeux fermés, avec un sourire triomphant sur le visage. Le jeudi matin, Marisol avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit, tandis que moi, je me sentais régénéré, comme si j'avais dormi 10 heures d'affilée. Les feuilles des arbres étaient presque toutes tombées au sol lorsque nous nous sommes assis pour le petit déjeuner. « Tu es sûr que tu ne veux pas me raconter comment s'est passée ta partie hier soir ?» insista-t-elle. « Chérie, je t'ai déjà dit que je préfère ne pas en parler. Mais, puisque tu insistes, je n'ai pas été brillant. Je lui expliquai que notre équipe était retombée à la 2e place du championnat et que j'avais fait une partie lamentable, à peine 187 points. « Quel dommage, dit-elle. Je sais combien tu aimes ce jeu, mais je suis certaine que la semaine prochaine tu feras mieux. » Je me calai dans ma chaise et en profitai pour lancer une remarque. « Tu as une mine affreuse, on dirait que tu n'as pas dormi une minute. Tu as encore mal à l'estomac ? » Un peu,
Peut-être que c'est quelque chose que j'ai mangé. Si ça continue, j'appellerai le docteur Newell. Je pris le journal. Elle se crispa, attendant de voir s'il y aurait encore une nouvelle victime du tueur des maris trompés. Après tout, elle avait eu une autre aventure il y a quelque temps. Le silence dura quelques secondes, jusqu'à ce que je dise, d'une voix posée. Eh bien, ça s'est encore produit. Un autre homme a été retrouvé mort dans son bureau, complètement nu, étendu sur sa propre table. Cette fois, on avait placé son membre sur sa poitrine, pointé vers sa bouche. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?» « Je n'en ai pas la moindre idée, répondit-elle, essayant de paraître indifférente. « Pourquoi cette question ? » « Parce que je sais que ton entreprise a travaillé avec la sienne il y a quelques mois. »« Alors, je suppose que tu le connaissais. » Il s'appelait Richard Melham. Marisol s'évanouit aussitôt, glissant de sa chaise jusqu'au sol. J'observais sa chute avec un demi-sourire. Je terminais mon petit déjeuner comme si de rien n'était et, en me levant, je passais par-dessus son corps évanoui pour attraper le dernier morceau de bacon. En sortant, je me rappelais un autre passage de son journal, où elle écrivait comment sa société avait remporté l'appel d'offres du comte Melham et qu'elle serait chargée de gérer directement ce projet. Elle notait qu'elle mourait d'envie de savoir si elle rencontrerait son prochain amant dans l'entreprise. Et, en effet, elle l'avait trouvé. L'élu était Richard, vice-président marketing et fils du patron, un homme de 39 ans, 8 ans plus jeune que moi, mais le plus âgé de ses amants jusque-là, car les autres étaient encore plus jeunes. Elle décrivait combien il était séducteur et qu'elle était convaincue qu'il tirerait quelque chose de mutuellement bénéfique de leur relation. Il eut l'audace de fermer la porte de son bureau, balaya tous les papiers de la table d'un geste et se mit à l'embrasser passionnément, comme dans une scène de film. Il se déshabilla au bord de la table et, dans un élan de désir, la fit basculer tandis qu'ils s'embrassaient comme s'ils avaient été séparés depuis longtemps. Leur premier rendez-vous se termina aussi vite qu'il avait commencé. Mais il promit un deuxième round bientôt, et il tint parole. Cette fois, pourtant, il se contenta de le faire entre ses seins. Elle se plaignit dans son journal, mais pas à lui, d'avoir dû refaire son maquillage ensuite. Apparemment, ils se voyaient plusieurs fois par semaine, mais ne pouvaient s'offrir de vrais moments qu'une fois par semaine, lorsqu'ils parvenaient à ajuster leurs agendas pour se retrouver seuls au bureau avant le déjeuner. D'après ce que j'ai lu, ils eurent au moins 4 rendez-vous à huis clos. Jusque-là, les détails du journal. Il se terminait sur une note d'attente fébrile pour la prochaine aventure. Je terminais ma lecture et tirais mes propres conclusions. Il n'y a rien de plus divertissant que de voir Marisol croire que je ne sais rien de ses escapades, alors qu'à chaque mercredi, l'un de ses amants disparaît. Bien sûr, elle n'avouera jamais à voix haute ce qu'elle a fait, et encore moins qu'il m'arrive de lire ses confessions privées. Pour l'instant, je vais continuer ainsi. C'est merveilleux de la voir se tordre de peur à chaque nouvelle. Et qui sait, à ce rythme, peut-être qu'elle sera la dernière à avoir une surprise si elle ose chercher encore un peu de distraction hors de la maison. Tout cela, évidemment, est mon secret. Personne ne soupçonne que moi, Luc, le mari tranquille qui joue au bowling chaque mercredi, puisse être derrière les morts de ces pauvres hommes qui se sont aventurés avec ma femme. Mais, pour l'instant, cela restera mon petit secret tordu. Avant de sortir, je la regardais et, avec une expression amusée, je commentais. On dirait que ça fait 4 sur 4, chérie. Quelle coïncidence, tu ne trouves pas? Elle se recroquevilla de peur. C'est juste une coïncidence, murmura-t-elle. Bien sûr que oui, répondis-je avec un sourire narquois. Mais dis-moi, tu es vraiment sûr de ne rien savoir qui pourrait aider la police à retrouver le tueur? Je suis sûr qu'il vous en serait très reconnaissant. Elle déglutit difficilement. Je ne sais rien. Laisse-moi tranquille. Je levai les mains en signe de reddition. Calme-toi, je plaisantais. Mais si tu n'arrives pas à prendre une blague, tu vas souffrir quand on sera à la retraite ensemble. Faudra faire un effort, hein? Comme si tu allais passer ta vieillesse avec Brad Pitt. Je lui donnai quelques petites tapes sur la tête et sortis de la maison en direction du travail, un sourire amusé aux lèvres. Marisol n'avait pas bien dormi de toute la semaine. Je le voyais. Elle était nerveuse. Le moindre bruit soudain la faisait sursauter, même le simple déclenchement du chauffage la faisait trembler. Moi, de mon côté, j'agissais comme toujours. Enfin, à une exception près, cela faisait 4 semaines que je ne l'avais pas touchée. Exactement une semaine avant que ses amants ne commencent à disparaître mystérieusement.
Le mercredi, après mon départ pour le travail, Marisol n'avait pas pu s'empêcher d'analyser la situation. Se pouvait-il qu'il sache? Elle le connaissait bien. Luc était un homme intense. S'il connaissait la vérité, il ne la cacherait pas. Soit il la confronterait directement, soit elle retrouverait ses affaires jetées dans le jardin. Mais s'il ne faisait que soupçonner? Dans ce cas, pourquoi insinuer qu'elle savait quelque chose sur les morts? Et le plus troublant, pourquoi agirait-il de cette façon s'il était impliqué dans ces meurtres? Rien n'avait de sens. Elle prit une décision. Elle le suivrait ce soir-là. À ce moment précis, son téléphone sonna. C'était son amant actuel, Victor. « Salut, ma belle, j'ai hâte de te voir ce soir. On maintient le plan du bowling? Oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je crois qu'il soupçonne quelque chose. Peut-être qu'on devrait t'arrêter un moment. » Tu exagères, répondit Victor, désinvolte. Si ça peut te rassurer, on s'assurera qu'il aille bien au bowling avant qu'on se retrouve. Je le suivrai jusque-là, je vérifierai qu'il est entré, et ensuite on ira chez toi. Tu sais que tu en meurs d'envie. Elle hésita, mais la tentation fut plus forte. Je crois que tu as raison, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elle ne pouvait ignorer à quel point il la faisait se sentir vivante. À ce soir, dit-il, avec malice. Comme prévu, ils suivirent Luc jusqu'au bowling. Ils le virent entrer sans montrer le moindre soupçon. Ils attendirent quelques minutes pour s'assurer qu'il ne ressortirait pas, puis revinrent en hâte chez Marisol. Dès qu'ils fermèrent la porte, la passion les emporta rapidement. « Je veux le faire dans son lit, murmura-t-elle, un mélange de désir et de défi dans la voix. Ce crétin n'a aucune idée de ce qui se passe. Ça m'excite de savoir qu'il n'a même pas le moindre indice. Je ne comprends pas comment un homme peut être assez idiot pour laisser échapper une femme comme toi, répondit Victor. Immobile. Un énorme poignard dépassait de sa poitrine. Ses yeux ouverts fixaient le plafond. Le sang imbibait les draps. Au pied du lit, un petit homme à l'allure de nerd tenait une ligne de pêche, l'attachant soigneusement autour du cadavre. « J'essaie de le rendre grand pour toi, Marisol, dit l'inconnu d'une voix calme. Son cri resta coincé dans sa gorge. « Je sais à quel point tu aimes ça, parce que je t'ai entendu le répéter toute la soirée. Celui-ci est tellement grand que je n'ai pas eu le courage de le couper, comme j'ai fait avec les autres. » Elle s'évanouit. Quand elle reprit conscience, elle était allongée sur le dos, complètement nue. L'énorme mais désormais flasque, outil, de Victor était encore en elle. Encore une fois. Victor, qui mesurait 1,93 m et pesait environ 111 kg, exerçait toute sa masse écrasante sur son corps. Ses poignets étaient attachés aux siens. Ses chevilles aussi. Liées avec des bandes de tissu, l'empêchant de bouger. De plus, sa propre culotte lui avait été enfoncée dans la bouche, l'empêchant d'émettre le moindre son. « Quelle impolitesse de ma part de ne pas m'être présenté plus tôt, dit une voix masculine, d'un ton troublant, presque celui de Peter Lorre. Mais tu t'es évanoui avant que je puisse le faire. Mon nom est Walter. » Elle essaya de crier. « J'ai rencontré ton mari il y a quelques années, alors que je rendais visite à un ami malade à l'hôpital et que moi, eh bien, j'y étais interné pour un certain traitement médical. » Les yeux de Marisol s'écarquillèrent. « Tu vois, on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale. Ou, comme les gens disent, je suis un sociopathe. J'ai commencé par torturer des animaux et mes parents m'ont emmené chez un psychiatre, qui m'a fait interner. Mon traitement n'avançait pas, jusqu'à ce que Luc arrive ce jour-là et m'enseigne l'importance d'être une bonne personne. Et les bénéfices d'agir correctement. » Walter sourit. « Nous sommes vite devenus amis et, avec l'accord de mes thérapeutes, ils me rendaient visite régulièrement. Je te garantis que c'est grâce à Luc que j'ai réussi à me réhabiliter suffisamment pour me réintégrer dans la société. » Son regard devint vide. « Et, jusqu'à récemment, mon trouble n'était pas un si grand problème. » Il soupira. « J'ai trouvé un bon travail après avoir terminé mes études et je me suis installé en Californie. Je m'en sortais bien. » Walter regarda le corps de Victor, puis Marisol. « Mais ma femme infidèle, cette maligne, m'a abandonné. » Son expression s'assombrit. « Mon poste a été supprimé après une fusion d'entreprises. » Il se pencha sur elle. « Je suis retourné chez mes parents quand je n'avais plus d'argent. Ce fut une période difficile. » Walter caressa son visage. « Mais,
Malgré tout, je me comportais comme n'importe quel homme normal devrait le faire. Son sourire s'élargit. Du moins, jusqu'à il y a 4 semaines. Marisol sentit son cœur s'arrêter. Tout a commencé quand je suis allé dans un bowling où un groupe jouait et que j'ai vu mon vieil ami et sauveur Luc assis au bar. Les yeux de Walter brillèrent en racontant l'histoire. Avec une expression comme s'il venait de se faire écraser par un camion et couper en deux. En gros, c'était à cause de toi. Après avoir un peu insisté, il m'a raconté toute l'histoire. Ce jour-là, il avait trouvé ton journal intime et, en le lisant, il avait découvert tes 4 infidélités. En plus, il soupçonnait qu'une 5e aventure avait peut-être commencé justement ce matin-là. Je n'en revenais pas. Un type aussi bien que Luc ne méritait pas ça. J'ai décidé de venger Luc immédiatement, mais sans qu'il sache qui faisait ça ni pourquoi. Je voulais qu'il continue sa vie libérée de tout remords, tandis que ses ennemis recevraient ce qu'ils méritaient par le karma. Je l'ai poussé à se confier à moi et je lui ai demandé sa routine. Comme tous les mercredis soirs, il allait jouer au bowling, et c'était précisément là qu'il avait trouvé ton journal. Le lendemain, pendant que vous étiez tous les deux au travail, je suis entré dans ta maison et j'ai lu ton journal calmement. J'en ai fait une copie et j'ai utilisé tout ce que tu écrivais dedans pour suivre tes amants et planifier ma vengeance contre ces idiots qui pensaient pouvoir coucher avec la femme d'un autre et s'en tirer à bon compte. Au cours des 4 dernières semaines, chaque mercredi soir, j'ai tué un de tes amants pendant que Luc était au bowling. Ainsi, il avait toujours entre 20 et 30 personnes pouvant servir d'alibi. C'était parfait, parce que chacun de ces salauds était un coureur de jupons avec un long passé, et la police ne pouvait jamais savoir quel mari trompé les avait tués, puisque la liste des suspects serait énorme et toujours incomplète. Le meilleur, quand on est sociopathe, c'est qu'on ne ressent pas de culpabilité, celle qui fait trébucher la plupart des meurtriers. Ce remords les pousse à commettre des erreurs, à laisser des indices. Mais ce soir, j'ai l'intention de prendre une vie pour la dernière fois avant de disparaître. Je vais allumer le ventilateur de plafond, juste là. Si tu fais attention, tu verras un morceau de tissu attaché à une des pales. J'ai calculé que le ventilateur fonctionnera environ 6 minutes, juste le temps que le tissu se déroule d'un rouleau en carton et entraîne quelques papiers posés sur la petite table, les faisant tomber sur le chauffage tout proche. Cela provoquera un incendie. Quand les autorités enquêteront, il ne restera rien du tissu, car il brûlera complètement, tout comme toutes les preuves que tu étais attaché à cet idiot. Ils supposeront que vous deux, par négligence, avez laissé tomber les papiers sur le chauffage et vous êtes asphyxié par la fumée avant d'avoir eu le temps de réagir. Alors ce soir, tu vas mourir en sachant que tes trahisons éhontées ont causé la mort de tes 5 amants, ces imbéciles qui savaient que tu étais une femme mariée et qu'en plus elles t'ont mené à ta propre fin. Oui, j'ai lu tout ton journal. Il est clair que tu es un cas désespéré, une vraie traînée. J'imagine bien Luc se délectant des nouvelles, voyant semaine après semaine quelqu'un qui a manqué de respect à son mariage recevoir ce qu'il méritait. Ah! Et je ne me sens même pas mal pour cette horrible blague. Peu m'importe ce que tu penses de moi. J'espère seulement que Luc approuvera ma décision de mettre fin à tes jours. Après tout, il mérite mieux qu'une épouse aussi méprisable. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Walter se leva et marcha jusqu'à la porte de la chambre. Il est temps de dire adieu. Je dois m'assurer que le 2e étage soit déjà en flammes avant que quelqu'un appelle les pompiers. Je ne veux pas non plus que Luc rentre trop tôt et, sans le savoir, appelle les secours avant que les preuves soient détruites et que tu sois morte. Adieu, salope. Il actionna l'interrupteur du mur, allumant le ventilateur. Quelques secondes plus tard, la porte arrière se referma. Elle vit le tissu commencer à se dérouler et sentit la panique l'envahir. Elle essaya de bouger Victor, mais elle pouvait à peine remuer les bras. Elle tenta de crier à l'aide, mais la culotte dans sa bouche étouffait tout son souffle. Comme Walter l'avait prévu, après 6 minutes, le feu se déclencha et la fumée remplit la chambre. À mesure que la fumée envahissait ses poumons, sa vision s'assombrit lentement, jusqu'à ce qu'elle perde conscience à jamais. Pendant ce temps, je rentrais chez moi, réfléchissant à quel point c'était étrange que, justement au moment où j'avais décidé de réunir des preuves de tes trahisons pour m'en servir dans le divorce, quelqu'un ait commencé à assassiner tes amants. Je déplorais l'impact que tout cela aurait sur nos enfants, mais j'étais convaincu que tu devais payer pour tes crimes et pour le total manque de respect que tu avais vu envers moi. Était-il possible qu'au fur et à mesure qu'ils mouraient tous, tu te sois demandé si j'en étais le responsable? Si tu serais la prochaine? Avec cette pensée, j'arrivai chez moi,
seulement pour trouver des camions de pompiers en train d'éteindre l'incendie. Au début, la police m'enquêtait avec beaucoup d'intérêt, mais mon alibi était en béton, beaucoup de gens m'avaient vu au bowling, et les caméras de sécurité confirmaient ma présence. En plus, le corps de ton amant était encore intact, ce qui ne correspondait pas aux autres crimes similaires. Ils examinèrent minutieusement mes finances des dernières années et confirmèrent que je n'avais pas assez d'argent pour engager qui que ce soit. Ils enquêtèrent aussi sur mes amis et ma famille lors des jours de meurtre et ne trouvèrent aucune piste. Je me proposais même de passer un test au détecteur de mensonges et je le réussis sans problème. Pris dans mes émotions, je n'ai jamais soupçonné Walter. Je n'ai jamais associé son trouble de la personnalité antisociale à la possibilité qu'il soit le soi-disant tueur des amants. Paradoxalement, Walter et moi avons même renforcé notre amitié quand il est revenu en ville. Et bien sûr, après mon divorce forcé. 30 ans plus tard, alors qu'il était sur le point de mourir d'un cancer, il m'a avoué toute la vérité. Je lui ai acheté une bière pour l'accompagner dans ses dernières heures. Les affaires, à ce jour, restent ouvertes et officiellement non résolues. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, bien sûr. S'il existe un manuel officiel pour détruire un mariage et transformer la vie de plusieurs personnes en véritable film d'horreur, cette famille l'a suivi page par page. Mode d'emploi parfait du drame conjugal qui vire au cauchemar. Bravo, Marisol, si ton but était de laisser tout le monde bouche bée, mission accomplie.